Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV où nous allons décortiquer la balance commerciale du Maroc. Et ce, après la publication des dernières statistiques par l'Office d'échange et ce déficit commercial qui se creuse fortement. Un solde négatif de 311 milliards de dirhams en 2022. Pour être plus exact, 311,6 milliards de dirhams. Donc pour l'exercice de 2022, en comparaison annuelle, eh bien notez que la hausse est à deux chiffres, plus 56,5%. Outre les produits énergétiques et autres intrants dont le cours ou les cours internationaux caracolent, comment réduire ce déficit en fabriquant localement, profitant ainsi aussi du chamboulement des chaînes de valeur mondiales et comment diversifier les marchés à l'export du Made in Maroc. J'invite pour en discuter aujourd'hui le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, Ain Choc. Bonjour, docteur Abdelatif Komat. Merci de répondre à nos questions. Bonjour et merci pour l'invitation. Peut-être parce que nous avons avec nous la chance d'avoir un académicien, un peu de pédagogie sur cette balance commerciale du Maroc. De quoi est-elle composée et comment a-t-elle évolué ces 20 dernières années? Alors la balance commerciale du Maroc, comme toutes les balances commerciales, c'est une résultante des échanges avec le reste du monde, d'autant plus que le Maroc est un pays très ouvert sur l'international, donc il a toujours eu des relations commerciales avec le reste du monde, bien évidemment en priorité avec l'Europe, avec l'Union européenne, mais de plus en plus une quête de diversification vers d'autres partenaires, soit en termes d'import, soit en termes d'export. Alors, en ce qui concerne l'évolution, en fait, la balance commerciale du Maroc a toujours été déficitaire. Mais, en fait, ce déficit augmenté et baissé en fonction un peu des aléas, notamment des aléas climatiques, mais également d'autres considérations liées aux relations économiques internationales. Alors, dans des moments, on peut dire qui étaient positifs, on avait des taux de couverture de 70 à 80%. Bon, malheureusement, ces dernières années, nous sommes aux alentours de 60%, mais il se trouve qu'aujourd'hui, on est descendu sous la barre de 60%, donc un peu plus que 50%. C'est un enjeu de taille pour le Maroc parce qu'un déficit commercial, bien évidemment, il faut essayer de le couvrir, mais bien évidemment, il y a la dimension, je dirais, complémentaire aux échanges commerciaux, qui sont les échanges de flux financiers et qui permettent au Maroc, étant donné qu'il a des flux financiers, la balance est positive, de compenser ce déficit commercial au niveau de la balance des paiements. Mais toujours est-il, le déficit de la balance commerciale est un poids très, très important pour les finances du Maroc. Et il a bien sûr un impact au niveau du déficit budgétaire, du déficit de la balance des paiements, mais également de l'endettement, parce qu'il faut bien sûr aller chercher un reliquat pour faire face aux échéances. Et tout cela fait que, bien sûr, le Maroc essaye de diversifier aussi bien au niveau des produits, notamment qu'il exporte, mais également au niveau des marchés. Et c'est un enjeu de taille pour tous les responsables, qu'ils soient gouvernementaux, qu'ils soient opérateurs économiques, parce que l'entreprise également, bien sûr, pâtit de cette situation, étant donné les fluctuations des taux de change. Et tout cela, bien sûr, c'est quelque chose qui marque l'économie marocaine. Alors, est-ce que ce déficit commercial, pour qu'on y sache un peu plus, ou qu'on y voit un peu plus clair, le déficit commercial, est-ce seulement ou principalement la résultante de la hausse de notre facture énergétique? Alors, en partie, oui, mais pas seulement, parce que le déficit commercial au Maroc, il a toujours été expliqué notamment par tout ce qui est biens d'équipement et biens semi-finis, Oui. qui occupaient la place la plus importante, parce que le Maroc n'est pas un pays producteur, je dirais notable, notamment en ce qui concerne les biens d'équipement et les produits semi-finis qui s'intègrent dans les chaînes de valeur. Alors, avec le temps, bien sûr, la facture énergétique a pris du poids, et c'est le cas cette année. Donc, nous vivons des circonstances que nous connaissons tous depuis quelques mois, avec la guerre de la Russie contre l'Ukraine, mais également liée à la reprise post-Covid. Vous savez qu'il y avait une stagnation économique, il y avait une relance, pratiquement dans tous les pays, y compris bien sûr le Maroc, et cela a créé un besoin en termes d'énergie et bien sûr cumulé à l'impact en termes de renchérissement des prix de la facture pétrolière dont bien sûr le monde entier souffre. Le Maroc, bien évidemment, ce qui fait que pratiquement nous sommes aujourd'hui
a une facture de 153 milliards de dirhams d'importation de produits pétroliers. C'est énorme et ça pèse énormément au niveau du déficit commercial. Mais toujours est-il, d'autres composantes pèsent, notamment bien sûr toujours les biens d'équipement, les produits semi-finis, mais également la facture alimentaire, qui de son côté a également augmenté. Aujourd'hui, c'est à peu près 80-85 milliards de dirhams d'importation. Et nous connaissons ce qui représente une vingtaine de pourcents dans l'ensemble des importations. Voilà, à peu près. Alors, je dirais même, en fait, un peu moins, 80 milliards sur, aujourd'hui, on est à 700 milliards de dirhams d'importation, mais ça pèse. Et puis, en fait, pour une double raison cette année, tout d'abord, bien sûr, il y a la sécheresse, parce que nous sommes passés d'une production en 2020 de 102 millions de quintaux de céréales à 33, 32 en 2021. Et bien sûr, la facture d'importation des céréales a augmenté. Et puis également les prix, le renchérissement des prix. On connaît un peu l'impact de la crise de la Russie et de l'Ukraine sur les prix des produits alimentaires d'une manière générale et surtout les produits céréaliers parce que ce soit l'Ukraine, que ce soit la Russie, sont des gros producteurs au niveau mondial de ces produits dont le Maroc dépend, surtout les années où, bien sûr, nous subissons l'impact des aléas climatiques. Alors, cela nous amène aussi, avant qu'on parle des différents acteurs de cette balance commerciale, quand je dis acteurs, ce sont les marchés émetteurs, mais aussi les marchés d'où l'on importe ces biens. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'Union européenne s'accapare quand même la part du lion de ce commerce international du Maroc, compte tenu du statut avancé que le Maroc a signé avec ses partenaires européens, mais pas que. La tendance n'a pas changé finalement ces 20 dernières années, malgré la diversification des marchés à l'export, professeur Komad. Effectivement, parce que pratiquement le pourcentage qui est pratiquement des 2/3 des échanges commerciaux du Maroc en fait, se font avec l'Europe. Là, c'est une tendance lourde depuis des années, même avant d'avoir le statut avancé. Alors, bien sûr, tout cela est expliqué par des considérations, je dirais, géographiques, mais également historiques, culturelles, qui font que depuis, en fait, des années, le Maroc commerce essentiellement avec l'Europe. Et à l'intérieur de l'Europe, nous avons bien sûr, je dirais, 2-3 pays qui occupent les premières places, notamment la France et l'Espagne. Donc, bien sûr, parfois, le rang s'inverse entre l'Espagne et la France, mais restent les deux plus grands partenaires commerciaux du Maroc, mais avec d'autres pays, notamment l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Alors, cela s'explique tout d'abord par la dimension complémentaire, parce que nous avons besoin, comme j'ai dit tout à l'heure, essentiellement de technologies, de biens d'équipement, de produits semi-finis. Et ce sont ces pays-là qui, en fait, à travers le monde, c'est un bloc important de production de ces produits. Bien sûr, il y a les États-Unis, il y a l'Est, ou plutôt le Japon et la région de l'Asie du Sud-Est. Mais au niveau du bloc le plus important en termes de production de biens et d'équipements, qui est le plus proche du Maroc, c'est l'Europe. Et c'est normal que le Maroc commerce principalement avec l'Europe. Bien sûr, il y a des tentatives de diversification. On est en train de constater cette diversification, notamment l'ouverture sur l'Afrique, mais également pas que. Donc le Maroc s'ouvre également sur l'Asie, sur la Chine, mais également sur les États-Unis. Mais nous restons en fait liés à la structure même de notre économie, notamment en termes d'export. En fait, on connaît un peu ce qu'exporte le Maroc, bien qu'aujourd'hui nous sommes en train de nous intégrer dans ce qu'on appelle les métiers mondiaux du Maroc, qui prennent de l'ampleur. Mais par contre, en ce qui concerne les importations, nous restons dépendants, on fait des importations en termes de produits énergétiques, mais essentiellement des produits d'équipement et des produits semi-finis de l'Europe, mais également des produits alimentaires, parce qu'il faut rappeler, l'Europe occidentale également est un grand fournisseur de produits alimentaires pour le Maroc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bien, les hausses enregistrées et sur les importations de biens et services et l'exportation de biens et services en ce qui concerne la balance commerciale du Maroc, l'augmentation est quasiment la même à 1% près, à 0,8% près. Il y a une hausse de 39% des exportations de biens et services du Maroc vers ses partenaires commerciaux et une hausse aussi de 38% des importations de biens et services. Donc, en fait, finalement, quoi que l'on exporte, on ne peut pas éponger tant que nous n'avons pas atteint une vitesse de croisière dans la substitution des produits que nous importons.
Alors, quand on parle de substitution des produits que nous importons, il s'agit là de machines, il s'agit là eh bien peut-être de technologies dont nous ne disposons pas. Quelle est la solution selon vous, professeur Komat? Est-ce qu'on peut aspirer à, je dirais pas une autonomie, une autosuffisance, mais au moins à réduire cette hausse de 38% des importations de biens et services? Alors, lorsqu'on évoque la substitution des importations, en fait, c'est un processus, c'est quelque chose que le Maroc a essayé depuis les années 60. Oui. C'était une stratégie de développement industriel basée sur la substitution des importations. Bon, malheureusement, on a réalisé quelques résultats, mais globalement, le Maroc est resté un pays dépendant des importations. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que notre économie est en mesure de nous permettre, je dirais, une substitution massive des importations? Peut-être pas, mais il ne faut pas limiter nos importations aux biens d'équipement ou aux biens basés sur la technologie. Nous avons également des importations de produits simples. Et d'ailleurs, il y a un travail qui a été fait au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie pour essayer d'identifier un certain nombre de secteurs sur lesquels on peut relativement, je dirais facilement, réaliser ces substitutions des importations. Il y a tout un effort aujourd'hui en termes d'encouragement pour justement réaliser massivement aujourd'hui ce qu'on appelle le Made in Morocco ou la substitution des importations. Il y a des niches qui sont identifiées. On estime même à 50-60 milliards de dirhams qu'on peut économiser grâce à ces investissements. Je crois que sur ce plan-là, on peut faire des efforts. Bon, maintenant, il ne s'agit pas de substituer totalement les importations parce que cela n'existe nulle part ailleurs. Même les pays les plus avancés ont toujours des importations. Mais nous avons quand même la possibilité de réduire nos importations parce que c'est la solution pour réduire le déficit de la balance commerciale. Mais en même temps, bien évidemment, réduisons les importations, mais augmentons les exportations. Donc c'est sur quoi aujourd'hui le Maroc travaille. Peut-être pas en volume, peut-être même ne pas réduire les importations en volume, mais peut-être si on change l'origine de l'importation, peut-être que le prix serait plus compétitif ailleurs. Et surtout que le Maroc a beaucoup d'accords de libre-échange avec plusieurs partenaires. On a autour d'une cinquantaine d'accords de libre-échange signés par le Royaume. Mais encore une fois, là aussi, eh bien, la balance commerciale est largement déficitaire en défaveur du Maroc avec ses partenaires commerciaux. Pratiquement, il est déficitaire avec les partenaires, pratiquement tous les partenaires dans le cadre des accords de libre-échange. Oui. Bien sûr, on a beaucoup évoqué le cas de la Turquie, par exemple, qui est le cas le plus flagrant, mais même avec les pays arabes avec lesquels nous avons les accords de libre-échange, les accords d'Agadir, nous avons également des situations de commerce extérieur déficitaires. Ne parlons pas de l'Europe, parce que l'Europe également, nous avons des accords de libre-échange. Donc, avec les États-Unis également, nous avons une balance commerciale déficitaire. Donc, pratiquement, avec tous nos partenaires avec lesquels nous avons des accords de libre-échange, en fait, nous avons un commerce extérieur déficitaire. La seule région aujourd'hui avec laquelle nous avons une balance commerciale excédentaire, et d'ailleurs depuis 2015, la tendance est renversée, c'est l'Afrique. Donc l'Afrique, le Maroc, aujourd'hui, a une balance commerciale excédentaire. C'est pour cela qu'il va falloir qu'on travaille davantage la diversification des exportations, notamment vers l'Afrique. Quel genre, justement, de produits sont une opportunité aujourd'hui d'export vers les pays africains? Et on le sait, il y a déjà des exemples, notamment agricoles. Il y a eu la suspension qui a été annulée, annoncée, peut-être c'est un lapsus que ça va être annulé, sur certains produits agricoles à cause de la cherté des produits sur le marché marocain, mais ce n'est que temporaire, ça ne va pas durer ad vitam aeternam. Quels sont les autres, selon vous, l'économiste que vous êtes, les autres niches qu'on pourrait explorer pour exporter davantage vers le sud que vers le nord? Alors bien sûr, il y a en premier lieu, en fait, on se rappelle il y a quelques jours de l'initiative royale, notamment, en fait, c'est une opportunité aussi bien pour le Maroc que pour l'Afrique. C'est une des premières, en fait, activités d'exportation du Maroc, c'est le phosphate, notamment les engrais. Aujourd'hui, l'Afrique est considérée, en fait, comme, entre guillemets, le grenier du monde pour l'avenir, parce qu'elle regorge de terres fertiles. Il va falloir qu'il travaille sur l'amélioration de sa compétitivité, de son rendement. Cela passe justement par la modernisation de son secteur agricole, notamment en utilisant des engrais. Ça, il y a un potentiel, d'ailleurs on le voit au niveau des exportations du phosphate au Maroc. Il y a une augmentation, c'est
un des volets qui a permis peut-être à ce déficit commercial, bien qu'il est en fait, je dirais, important, mais il faut dire qu'il aurait pu être plus important s'il n'y avait pas justement une augmentation des exportations, notamment des produits phosphatiques, mais également des nouveaux métiers du Maroc, à savoir l'aéronautique, l'automobile, également le textile, les industries électriques, électroniques. Donc tous ces secteurs peuvent se développer en Afrique. Aujourd'hui, le Maroc développe une expertise, il est en train de toucher un certain nombre de niches. Alors on peut, je dirais, classer les possibilités d'exportation trois ou quatre volets, notamment tout ce qui est industrie de la consommation, notamment en fait aujourd'hui le textile, l'agroalimentaire, le Maroc a une expertise, les produits phosphatiques, ça c'est très, très important. Mais le Maroc, aujourd'hui également, est reconnu dans certains secteurs, notamment tout ce qui est bâtiments et travaux publics, tout ce qui est infrastructure. Donc il y a des possibilités qui peut-être ne sont pas de la haute technologie, mais de la technologie intermédiaire et surtout qui se basent sur un savoir-faire que le Maroc, pour lequel il est considéré aujourd'hui comme en fait ayant l'expertise requise pour qu'il puisse aller de l'avant, notamment pour réduire ce déficit commercial, surtout vers l'Afrique, mais pas que l'Afrique, il y a possibilité. Vous avez parlé des accords d'Agadir. Oui. Le volume d'échange, justement, il est très faible. Très faible, oui, par rapport. En fait, parce que nous avons pratiquement 65 à 70% avec l'Europe. Le reste, il est éparpillé, notamment les pays arabes, par exemple, si on prend la Tunisie, l'Égypte, qui font partie de l'accord d'Agadir, mais la Jordanie, mais les échanges restent faibles pour différentes considérations. Bien sûr, il y a la dimension de la complémentarité économique, parce qu'on produit plus ou moins la même chose. Il y a des considérations de mobilité, de logistique, de transport. Donc, ce qui fait qu'il y a toute une dimension à revoir, justement, pour aller dans ce sens. Et c'est dans l'intérêt des différentes régions. D'ailleurs, aujourd'hui, on évoque l'Afrique comme l'une des régions la moins intégrée économiquement dans le monde. L'Afrique, elle est à un tiers de son potentiel d'intégration. Et si on voit l'intégration régionale et l'intégration interrégion, il y a tout à faire avec l'Afrique, bien sûr, d'une manière, je dirais, bilatérale, mais également dans le cadre multilatéral. Aujourd'hui, on sait que le Maroc essaie d'intégrer la CEDEAO, il y a le ZLECA. Donc, il y a tout un élan aujourd'hui pour encourager la liberté d'échange, une sortie pour le Maroc pour justement aller dans le sens de la promotion de son commerce extérieur, dans l'intérêt d'un rééquilibrage. Et cela permettra aussi de s'offrir cette complémentarité industrielle, notamment avec les matières premières présentes sous le sol africain et avec l'industrie et les industries nouvelles au Maroc, pour pouvoir justement non seulement atteindre un taux d'intégration à même d'augmenter la compétitivité du produit fabriqué ici, mais aussi de répondre aux besoins des marchés africains au sud du Maroc. Alors, on a parlé des exportations, des importations. Il y a un élément très important, c'est celui des recettes, notamment en devises. Il y a d'abord ces recettes de voyage, comprenez les recettes touristiques, d'augmentation quand même très, très importante. Pour cela dit, il faut tenir aussi en compte que c'est une année après une reprise totale de l'activité touristique, 166% de hausse des recettes touristiques en 2022, et aussi un nouveau record pour les recettes des MRE, à savoir 16,5% pour 2022, après une année record de 2021. Professeur Komat, est-ce que c'est l'une des raisons qui aurait poussé à serrer les conditions bancaires en Europe, en l'occurrence, en ce qui concerne les banques marocaines implantées dans ces pays, parce qu'il y a beaucoup de flux de capitaux et notamment d'argent qui est transféré vers le Maroc? Effectivement, en fait, c'est une chance pour le Maroc. D'ailleurs, c'est un des points positifs qui ont été constatés, notamment pendant la crise du Covid. Vous savez que la loi de finances de 2020 avait même prévu une baisse des transferts des Marocains du monde de 4 à 5%. Et au contraire, il y a eu une augmentation de plus de 20%. Et puis l'augmentation n'a pas été que conjoncturelle, il a été en fait confirmé. Aujourd'hui, en 2022, en fait, c'est pratiquement 105 milliards de dirhams et ça permet de couvrir à peu près 15 à 16% des importations marocaines, bien sûr, et ça permet de réduire le déséquilibre de la balance des paiements. Donc, c'est une chance pour le Maroc. Mais bien sûr, de l'autre côté, on y voit peut-être une sortie de devises. Mais je dirais que c'est un mauvais calcul.
parce qu'un pays comme le Maroc, notamment avec l'Europe, parce qu'il faut rappeler que l'essentiel de ces recettes vient de l'Europe, mais l'Europe elle-même, elle a intérêt à voir l'assise financière du Maroc, je dirais une situation de stabilité pour qu'il puisse tout d'abord, bien sûr, entretenir sa dynamique économique, et puis également parce que le Maroc est un client de l'Europe. Et c'est cet argent qui permet de financer ces impôts. On en parlait tout à l'heure. Les 2 tiers des échanges commerciaux se font avec l'Europe. Et donc, bien sûr, il ne s'agit que de compenser, en fait, une partie des flux qui sont à la défaveur du Maroc. Et bien sûr, c'est normal que les flux financiers soient à la faveur du Maroc. Donc là, ce sont des opérations d'équilibre et que les économistes d'un certain niveau, ils doivent accepter ce genre de situation parce que la tendance, c'est l'équilibre. Et donc, même les pays européens n'ont pas intérêt à ce que le Maroc se voit privé quand même de moyens qui lui permettraient une dynamique économique, une stabilité, mais également d'acheter des produits européens. Et je crois que les choses, je dirais, vont se rétablir et bien que c'est une interprétation qui pourrait être une réalité, mais je crois que ce n'est pas dans l'intérêt de quiconque à ce qu'il y ait des blocages en ce qui concerne les transferts des Marocains, mais également d'autres ressortissants vers leur pays, parce que là, c'est un équilibre entre les pays développés et les pays en voie de développement. Et donc, c'est une dynamique qui existe depuis des années. Il faut l'entretenir pour la stabilité du monde et pour continuer cette dynamique en termes de relations économiques internationales. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi, en tout cas, nous ne le souhaitons pas, si ces blocages persistent, eh bien, d'activer ces accords de libre-échange, cette cinquantaine d'accords de libre-échange conclus par le Maroc pour diversifier encore davantage nos marchés à l'export et les destinations des exportations marocaines? En fait, cette activation des accords de libre-échange, c'est un sujet qui est toujours posé sur la table, notamment, vous vous rappelez, avec la Turquie, parce qu'à un certain moment, il y avait un constat de déséquilibre flagrant. Et puis, un accord de libre-échange, en fait, bon, ça c'est la tendance. La tendance ne se limite pas qu'à des relations commerciales. Parce qu'avec l'Europe, avec laquelle nous avons un grand déficit commercial, on n'en parle pas, peut-être pas autant que la Turquie, parce qu'avec l'Europe, il y a d'autres mécanismes de compensation. Il y a du politique. Au-delà du politique, même sur un plan purement financier et économique, il y a des compensations. Les flux financiers, ils sont à la faveur du Maroc. On parle des recettes touristiques, des revenus des Marocains du monde qui viennent vers le Maroc, qui compensent le déficit commercial. Et puis, il y a les investissements. Il y a les IDE, les investissements directs étrangers qui viennent de l'Europe. Les plus grands investisseurs étrangers qui viennent au Maroc viennent de l'Europe. Donc, il s'agit d'une compensation entre les flux commerciaux et les flux financiers. Avec la Turquie, il y a un déficit commercial, mais il n'y a pas de compensation en flux financiers. Absolument. Même le tourisme, on a plus de Marocains qui vont vers la Turquie que de Turcs qui viennent vers le Maroc. Et puis, les investissements sont restés très limités. C'est pour ça qu'activer ou rééquilibrer, c'est vrai, parce qu'il faut prendre la chose dans sa dimension globale et intégrée pour qu'il y ait un équilibre au niveau des échanges avec leurs composantes commerciales, mais également financières. Oui, effectivement, il est important de rappeler cette double composition entre les IDE, d'ailleurs, qui sont également enregistrés, qui ont enregistré une hausse importante en 2022, et cette balance commerciale pure en importation et en exportation. Merci beaucoup, en tout cas, professeur Koma, toujours un plaisir et aussi un enrichissement d'échanger avec vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.